Alors, bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'Innocentre. J'aimerais tester au niveau technique, voir si tout le monde nous entend bien. Donc, dans votre coin supérieur, probablement droit, vous avez un petit panneau avec une main levée ainsi qu'un point d'interrogation. Alors, je vous incite à cliquer sur la main levée pour valider qu'au niveau visuel, alors on nous entend bien. Je vois les gens qui cliquent la main, parfait. Donc, on nous entend bien. Merci beaucoup. On va commencer dans quelques instants. Et je vais vous expliquer un petit peu comment le webinaire va fonctionner. J'ai aujourd'hui avec nous, en fait, notre invité, c'est M. Martin Deschaines, président de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Bonjour, Martin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sans plus tarder, peut-être que je peux prendre le temps de présenter un petit peu l'école et vous pourrez peut-être me corriger ou donner d'autres informations. Mais l'école a été fondée donc en 2010. On dit que c'est une école qui n'est pas comme les autres. Elle est située en Beauce. C'est la région la plus entrepreneuriale du Québec. C'est une école créée par et pour les entrepreneurs. C'est un espace où tout est réuni pour favoriser les échanges et l'entraide authentique entre entrepreneurs et ainsi propulser la prospérité du Québec. C'est bien dit, c'est bien décrit. C'est bien fait, c'est bien fait. Parfait. Donc, le profil de notre invité, Martin Deschaines, qui est avec nous aujourd'hui, et je le rappelle pour ceux qui viennent de joindre à nous, qui est président de l'École d'entrepreneurship de Beauce, est tout à fait en ligne avec la mission de l'école. Martin Deschaines possède un solide parcours entrepreneurial. Il a été président et chef de la direction de Groupe Deschaines, une entreprise familiale spécialisée dans la distribution et la vente de produits de plomberie, de chauffage électrique, de climatisation de pièces automobiles, réfrigération aqueduc et égouts. Équipement d'incendie, fournitures industrielles, fondée en 1940. L'entreprise regroupe près de 2500 employés ou personnes réparties dans 10 centres opérationnels et près de 200 points de vente au Canada et aux États-Unis. L'entreprise génère annuellement des ventes de plus de 1 milliard de dollars, un chiffre d'affaires qui en fait l'un des 3 plus importants distributeurs grossistes du pays dans son secteur d'activité et le plus grand de propriété canadienne. Groupe Deschaines est notamment lauréat du concours des sociétés les mieux gérées depuis 2009. Donc, je pense que notre invité, la pérennité des entreprises, je pense que c'est un sujet qui t'est familier. Donc, on parle évidemment aujourd'hui pérennité des entreprises. Je vais, sans plus tarder, céder la parole donc à Martin Deschaines, président de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Martin, la parole est à toi. Merci beaucoup. Je suis bien content d'être ici aujourd'hui. Juste faire une petite précision, on n'est pas juste en chauffage électrique, on vend toutes sortes de produits électriques. Donc, pas juste le chauffage électrique. Mais autrement, la présentation, encore une fois, était à la hauteur. Fait que merci beaucoup. Donc, un honneur d'être ici pour moi aujourd'hui. Bien entendu, ma passion, au-delà de l'entreprise familiale aujourd'hui, ma passion, c'est aussi l'École d'entrepreneurship de Beauce. Alors, juste pour faire un petit survol rapide, c'est un modèle très unique. J'ose prétendre qu'on y enseigne l'intelligence entrepreneuriale. Et pour moi, ce sont des entrepreneurs qui enseignent à d'autres entrepreneurs et des entrepreneurs qui cohabitent et qui échangent sur divers sujets. Donc, c'est très intéressant. Dans le fond, on travaille très fort sur le savoir-être entrepreneurial. Comment on fait pour réussir tout ça? C'est en ayant des entrepreneurs qui viennent continuellement passer 2 journées cette semaine, par exemple. On a Richard Goulet qui est là et Charles Sirois qui vont passer, Richard toute la journée aujourd'hui et hier soir, Charles ce soir et toute la journée demain. Alors, c'est vraiment leur expérience d'entrepreneur qui viennent donner. Alors, moi, ce que je vais tenter de faire dans les prochaines 25 minutes, c'est de faire ce que les autres font aussi dans une journée, ou ce que je fais normalement d'habitude dans la journée de 24 heures, mais en 25 minutes. Ça va être un beau défi. Alors, dans le fond, mon sujet de présentation aujourd'hui va être, je vais vous donner un aperçu de ce que c'est Groupe Deschaines un peu plus précisément,
faire suite à ce qui vient d'être dit ici par Anne-Marie. Ensuite de ça, on va parler de comment on prend sa place comme dirigeant ou comment moi j'ai pris ma place comme le dirigeant de Groupe Deschaines dans l'an 2000. On va parler de nos opportunités de succès et de croissance chez Groupe Deschaines, comment on a réussi ou qu'est-ce qu'on fait pour réussir nos acquisitions et mes grandes leçons. Tout ça en 25 minutes. Donc, Groupe Deschaines, rapidement, c'est une entreprise qui a été fondée par mon grand-père en 1940. Mon frère François est le 5e Deschaines à prendre la relève. Donc, il y a eu mon grand-père, il y a eu mon oncle Pierre, mon père, moi et François qui a pris la relève en janvier 2017. Distributeur grossiste en plomberie, chauffage, électricité, climatisation, réfrigération, ventilation, produits d'aqueduc et égouts et pièces automobiles. Je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer pourquoi les pièces automobiles, mais c'est très stratégique dans notre cas. Donc, on va parler un peu des étapes de la continuité du Groupe Deschaines. Donc, en 1940, mon grand-père a acheté un petit grossiste. Il avait été technicien en chauffage. Il avait 50 ans, mais né en 1890. Peut-être que ça vous place, moi, comme vieux, là, mais il est né en 1890. Il avait 50 ans. À l'époque, quand on commençait une entreprise, quand on commençait dans le job, normalement, on mourait dans le job avant de prendre sa retraite. Et pourtant, malgré qu'on l'a souvent dit qu'il allait mourir dans une des nuits, il a vécu jusqu'à 77 ans. En fait, pas jusqu'en 1977. Parallèlement à ça, en 73, mon père et ses deux frères ont joint l'entreprise. En 77, on a ouvert un deuxième site, donc on a passé à multi-sites. Mon père a fait, durant ses années de direction, entre 80 et 99, 11 acquisitions. Et moi, j'ai pris par la suite, en 2000, la relève comme président et chef de la direction. Et entre 2005 et 2016, nous avons fait 14 acquisitions. Et mon frère François a pris la relève en 2017 et lui a déjà, si je me souviens bien, 4 acquisitions à son actif. Donc, les acquisitions, la croissance par acquisition, ça fait partie vraiment de notre ADN. Alors, d'hier à aujourd'hui, on avait un site en 1977. Vous voyez là, la croissance jusqu'en 2017. Aujourd'hui, on a 185 succursales au Canada et aux États-Unis, surtout dans l'Ouest américain, de 4 employés à l'époque quand mon grand-père a fait l'acquisition à 2500 personnes aujourd'hui, de 10 millions quand mon père, par exemple, a pris la relève en 73 de ses frères. Et cette année, on devrait atteindre à peu près le chiffre de 1,4 milliard de dollars. La photo suivante, ce n'est pas la photo ou un exemple de ma retraite, pas en tout. C'est plutôt moi qui tiens la roue de ma vie. Parce que quand on part en bateau comme ça, la mer peut paraître calme comme elle est là présentement, mais juste au bord du cap, il y a une grosse tempête et je ne mens pas, c'est ce qui est arrivé. 25 pieds de vague qu'il y avait au bord de ça. Et il était trop tard, on ne peut pas virer de bord. Et donc, quand on part en excursion en voile comme ça, il faut toujours se préparer pour le pire. Et j'imagine ça de la même façon qu'une organisation. On peut avoir les meilleurs plans au monde, mais quand on arrive dans une situation non planifiée, je vais vous expliquer tantôt ce qui nous est arrivé par exemple, il faut être prêt pour les pires tempêtes. Donc, juste pour peut-être un petit constat de l'industrie de la plomberie ou de l'industrie de la distribution en plomberie, en 1970, il y avait 26 distributeurs. Aujourd'hui, il y en a 6, dont un qui s'est ajouté. Alors, je pense que vous connaissez tous, vous avez pas mal entendu parler de l'histoire du père qui envoie ses 2 fils en Afrique, un en Afrique de l'Est, l'autre en Afrique de l'Ouest, pour voir quelle sorte de marché de chaussures qu'il peut avoir en Afrique. L'un revient en disant, il n'y a pas de marché pantoute parce que tout le monde se promène du pied. L'autre revient en disant, il y a un gros marché parce que tout le monde se promène du pied. Et ça dépend toujours de notre perception par rapport à un marché. Et c'est extrêmement important de le comprendre. La distribution, selon des livres, au début des années 1900, était destinée à disparaître. Pourtant, nous, on avait investi en distribution, mais qui aurait investi en distribution? Puis pourtant, aujourd'hui, notre marché est toujours extrêmement là et vivant.
au maire de Serres, qui était à une certaine époque, mon grand-père y a travaillé, un très gros distributeur en plomberie. Aujourd'hui, vous connaissez le magasin, c'est en distribution de matériel d'artistes et d'artisanat et tout. Donc, le monde change, il y a des entreprises qui disparaissent et il y en a d'autres qui apparaissent, qui prennent. Mais pourquoi vraiment 21 mortalités? Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je pense que ça passe beaucoup par la survie et la continuité d'une entreprise. Ça passe par la compréhension de son environnement. Comment est-ce que je navigue dans mon environnement ou comment l'entreprise navigue dans son environnement? Ça passe par la compréhension de l'industrie dans laquelle on travaille et comment on peut s'y adapter. Ça passe par la compréhension des forces et des faiblesses de son organisation et de la culture de son entreprise aussi. Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe dans son entreprise. Quand on ne connaît pas bien son environnement, on est presque certain de manquer le bateau. Qui agit dans notre environnement? C'est quoi les prix? C'est quoi les menaces? Qui a le meilleur service? Est-ce qu'on est vraiment le meilleur? Est-ce qu'on peut se distinguer? Dans l'entreprise, je ne connais pas mes forces. Si je ne connais pas mes forces et faiblesses, je meurs. Ce n'est pas du micromanagement de savoir tout ce qui se passe dans son organisation. C'est de bien comprendre pour être sûr de faire face aux forces environnementales. Alors, c'est quoi aussi mes faiblesses comme entrepreneur? Puis je les compare à qui? Je les compare-tu à un entrepreneur médiocre ou à un entrepreneur qui est excellent? C'est quoi ma vision pour être le gagnant dans mon industrie? La diapo suivante montre dans l'environnement qui est le grand carré bleu. OK? Et puis ensuite de ça, on a l'industrie qui est au centre. Puis l'étoile, c'est l'entreprise. Alors, si on prend Couche-Tard, par exemple, ben, Couche-Tard est une organisation, c'est un monsieur Bouchard qui un jour a eu 4 dépanneurs Perrette, mais il a commencé par un. Puis à un moment donné, il a vu qu'en consolidant et en achetant plusieurs dépanneurs, il pouvait être meilleur que chacun des dépanneurs individuels. Il a changé la vue ou la vision de ce qu'est le monde des dépanneurs aujourd'hui. Mais si on pense à Kodak aussi, qui un jour se sont fait présenter une caméra électronique, puis que le conseil d'administration avait refusé d'aller dans les caméras, se disant que c'était impossible qu'un jour on tue le milieu de la pellicule photographique. Bien, c'est arrivé et Kodak a fait faillite. Pourtant, c'était une immense compagnie qui aurait pu se revirer de bord. On a les deux. On a les Couche-Tard, on a aussi les Kodak. Mais on a aussi les transcontinentales, par exemple, qui étaient dans un marché décroissant, mais qui ont décidé d'intégrer l'ensemble des imprimeurs ou une grande partie des imprimeurs pour être le dernier imprimeur à imprimer. Puis tout récemment, ils ont annoncé, par exemple, qu'ils s'en allaient dans le monde de l'emballage alimentaire et de l'emballage. Donc, un virage pour Transcontinental et qui permet justement à l'entreprise de continuer. Et les résultats sont là pour en témoigner. Alors, pour croître et exceller, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, c'est certain qu'on doit identifier où sont les opportunités des croissances et de croissance et les opportunités je vous dirais, de distinction. Il faut croître organiquement ou par acquisition. Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Quelles sont les meilleures possibilités? Est-ce que j'ai le bon monde dans mon organisation ou est-ce que j'embauche ou je l'embauche ou je l'acquiers à travers une autre organisation? Est-ce que j'ai l'expertise ou je la crée et je l'acquiers? Ou je l'acquiers? Est-ce que je peux ouvrir de nouveaux sites ou j'acquiers les sites qui sont déjà existants? Il y a un coût de partir scratch, mais des fois, ça vaut la peine, puis des fois, c'est préférable de sauter. Donc, il y a un autre clic pour un petit appareil. Normalement, il y a un coût en bas. Bon, ça ne marche pas. Bon, c'est bon. Et il y a aussi un coût pour acquérir. On va passer à la slide suivante. Il y a un coût. Et il y a un coût, voilà. Donc, en 2000, j'ai pris la roue de l'organisation, puis j'avais un plan. Puis en 2001, pouf, le 11 septembre 2001. Alors, on savait très bien que ça ne fonctionnerait pas, que ça irait mal. Et donc, on a pris le même plan, puis on a dit, il faut être capable d'arriver au même résultat, mais avec 10 de moins de ventes. Ça a fait en sorte qu'on a comme créé une symbiose dans l'organisation qui a permis de travailler pour un objectif commun. Bien réussir, même si l'économie n'était pas propice. Sauf que
L'économie a été bien meilleure que ce qu'on pensait. Puis finalement, bien, on s'est retrouvé avec un meilleur chiffre d'affaires puis une meilleure profitabilité parce qu'on avait fait attention à nos dépenses. Alors, des fois, on arrive, on se fait un plan, on n'a pas prévu la tempête. On s'est reviré de bord, nous autres, puis on a réussi à faire mieux, même si l'économie nous a favorisés. Donc, c'est important de comprendre comment c'est important de s'adapter et aussi de donner des perspectives gagnantes à l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est simple. On doit comprendre où on est, notre environnement. Quiconque prétend qu'il connaît tout perdra. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tendance souvent à penser qu'on sait tout, mais on ne peut pas arrêter de regarder autour de nous ce qui se passe et de s'assurer, pas avoir une vision trop concentrée sur ce qui se passe, avoir les œillères très ouvertes partout. Il faut que toute l'équipe comprenne ce qu'on fait et continue de comprendre. Avoir un plan pour réussir, c'est extrêmement important en tout temps. Puis tout le monde doit le suivre, le plan. Puis avoir le buy-in des personnes pour suivre le plan, c'est pas toujours évident, mais il faut s'en assurer. Alors, il ne faut pas juste avoir des yes-men autour de nous qui disent « je vais faire le plan », puis ils ne le font pas. Parce qu'il faut que ça marche. Puis si ça marche, bien, il faut célébrer. Parce que ce n'est pas le boss qui fait que ça arrive, c'est l'ensemble de l'équipe. Alors, pour décrire un peu l'environnement dans lequel le groupe des chaînes travaille, nous, on est lié directement au marché de la construction. Le marché de la construction, c'est des fois 240 000 mises en chantier au Canada, puis des fois, tout récemment encore, un peu plus tôt, dans les années 2009, 2010, 2011, on est descendu bien en bas de 200 000 mises en chantier. On a même descendu à 162 000 mises en chantier aussi dans le passé. Alors, j'appelle ça une tarte qui respire. Alors, si on prend la pointe bleu pâle dans la petite tarte, bien, elle a la même pointe, sauf que la tarte est pas mal plus petite. C'est comme si on prenait une mini-tarte et on la divisait entre tous les concurrents du marché. À droite, c'est la grosse tarte. Et c'est la même part de marché, mais dans un marché qui est plus gros. Et nous, dans notre industrie que je considère à maturité, bien, les mises en chantier varient up and down, puis on doit faire face à ce type de fluctuation-là. C'est ce que j'appelle ma tarte qui respire. Il y a aussi comment on fixe nos priorités dans l'organisation, qui est sur la slide suivante. Alors, nous, on a décidé, par exemple, que la clientèle était le centre d'intérêt de notre organisation. Et juste la ligne en bas, ce sont les personnes qui font affaire directement avec la clientèle. Donc, si je ne sers pas bien dans mon entreprise ou si nous ne servons pas bien dans notre entreprise, les gens qui sont en contact direct avec la clientèle, comment pouvons-nous faire pour faire en sorte que la clientèle soit satisfaite? Et qui de mieux pour servir la première ligne en dessous de la clientèle que la deuxième ligne? Notre service des achats, par exemple, notre service d'entreposage. J'ai fait une promesse de commande, mais après ça, il faut que je l'envoie, ma commande. Puis là, on descend, puis en bas, comme par erreur, je disais que c'était le toton en bas, c'est moi. Alors, juste comprendre que dans le fond, les priorités organisationnelles vont d'abord vers la clientèle et tout ce qui se rapproche le plus de la clientèle. Puis quand on a des priorités organisationnelles, bien, les rapports pour Martin, les rapports pour ce qui se passe dans l'organisation, c'est moins important que ce qui se passe sur la première ligne avec la clientèle. Il faut comprendre aussi dans notre organisation, c'est quoi les meilleurs alliés. Ici, on a ce qu'on appelle dans le milieu universitaire un 2 par 2 ou un 2 by 2. Et on doit mesurer les gens en fonction de leurs compétences, puis en fonction de leur adhésion à la culture. Alors, quelqu'un qui est très compétent, puis qui est adepte de la culture ou qui a vraiment adopté la culture, c'est un C+, un A+. C'est nos grands contributeurs dans l'organisation. Ceux-là, on les garde tout le temps. Mais des fois, on a des gens qui sont bien compétents, mais qui sont des A-, qui polluent l'organisation. Bien, ceux-là, généralement, on a tendance à les garder, mais ils peuvent nuire très énormément à l'organisation. Quand on a quelqu'un qui est incompétent, c'est moins et A- et adepte de la culture, c'est facile, on s'en débarrasse. Mais quand on a des adeptes de la culture, des gens qui nous supportent dans nos démarches, mais par contre, qui sont incompétents, on peut peut-être leur donner une chance parce qu'ils sont peut-être des supporters quand même de la culture organisationnelle. À la slide suivante, on a la croître organiquement et faire des acquisitions. Alors, quand
quand moi j'ai commencé, ben, je trouvais qu'il fallait avoir mon plan. Donc, il fallait que je comprenne bien c'est quoi qui se passait dans les marchés. Pour moi, la meilleure façon de le faire, c'était d'aller voir mon équipe. Connaître c'était qui les joueurs. Puis quand tu connais c'est qui les joueurs, c'est pas de savoir leur nom. C'est de savoir comment ils agissent, comment ils interagissent dans le marché. C'est d'avoir quelqu'un qui va se parker devant mon concurrent, puis qui va voir ce qui se passe, puis combien de clients arrivent là le matin, puis combien de personnel rentre, parce qu'on peut savoir par le nombre de personnes qui travaillent chez un concurrent, c'est quoi leur vente, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Puis il faut savoir aussi ce qu'on veut faire, c'est quoi nos meilleures alternatives dans le marché. Après ça, ben, on fait une évaluation de toutes les opportunités. On ne choisit pas les plus difficiles pour commencer. On choisit les plus simples. Il faut comprendre notre capacité de faire et intégrer les acquisitions, puis fixer ses premiers choix quand on décide quelle acquisition on va faire. À la slide suivante, c'est le tableau stratégique qu'on a fait chez Groupe des Chaînes. Dans le fond, on disait qu'il fallait se développer sur 4 créneaux. La croissance des ventes, donc croissance des ventes organiques, croissance des ventes par acquisition. L'intimité avec nos clients, c'est d'aller voir sur place ce que nos clients avaient besoin. Pas le boss de nos clients. C'est comment la business fonctionne, comment l'entreprise fonctionne. Aller voir les clients, s'immiscer dans leurs affaires. Ça veut dire, par exemple, un gars comme moi, s'asseoir dans un camion pour aller visiter des clients dans le camion, d'avoir leur perspective du chauffeur. Notre chauffeur de camion qui livre chez les clients, il connaît nos clients, il connaît très bien comment ça se passe, donc c'est extrêmement important. Tendre vers l'excellence des opérations. On peut toujours faire mieux. Alors, comment on fait pour faire mieux? Ce n'est pas le gars dans le bureau du coin qui est capable de décider ça. Les gens qui sont capables de faire ça, ce sont les gens qui travaillent directement. Alors, s'intéresser à ce qu'ils pensent, puis aussi agir en conséquence de ce qu'ils pensent, fait en sorte que la première ligne devient très satisfaite puis répond aux besoins des clients. Développer aussi nos ressources humaines. Dans un moment de rarification de la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on fait pour développer nos ressources humaines puis pour les garder? En quoi je suis le meilleur employeur? Chez Groupe des Chaînes, on a décidé, par exemple, de se qualifier au concours employeur de choix. Pour nous, c'est extrêmement important d'être le meilleur employeur de notre industrie. Alors donc, ça passe par comment, comme personne qui travaille chez Deschaînes, comment je peux t'aider à te développer et à être satisfait dans ton emploi. Il faut aussi réussir nos acquisitions. Alors, par où on commence? Ben, moi, je pense qu'on doit appeler tout le monde. C'est comme aller dans un bar, puis de trouver un compagnon ou une compagne. Alors, donc, arriver à l'explorateur, puis essayer de comprendre c'est à qui j'ai affaire, comment j'ai affaire, mais comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon industrie. Il faut toujours se soucier de l'intérêt du vendeur aussi. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut le vendeur? Il prend sa retraite ou il veut vraiment juste encaisser et partir un autre business? De bien comprendre ce qu'il fait, ça nous permet après ça d'adapter notre offre en conséquence de ses besoins. Pour comprendre pourquoi il veut vendre, puis c'est quoi qui est important pour lui, pour son entreprise. Parce que des fois, un vendeur va dire, tu sais, là, telle personne sont bien, je veux les garder, je veux qu'ils restent chez nous pour nous autres, c'est bien important que ces gens-là soient bien traités. Bien, quand on s'engage à acheter l'entreprise, il faut aussi s'engager aux besoins émotifs de celui qui vend. Parce que sans ça, c'est manquer notre coup. Puis ensuite de ça, ben, c'est important de lui demander c'est quoi l'héritage. Quand je dis lui, c'est lui ou elle, c'est quoi l'héritage qu'il veut laisser dans son organisation. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent laisser un héritage X, ils veulent que les gens, que l'entreprise continue d'une certaine façon. De comprendre ses besoins, c'est un peu continuer l'entreprise, c'est assurer sa continuité, sa pérennité, puis en même temps son succès continuel. Parce que quand on acquiert une entreprise, c'est pas pour la fermer, c'est pour la faire croître elle aussi. Donc, pour réussir nos acquisitions, nos façons de réussir nos acquisitions, ben, chez nous, on travaille toujours avec un good guy, bad guy, une personne qui est en avant. Et quand je dis good guy, bad guy, des fois, je peux être le good guy, des fois, je peux être le bad guy. Mais d'avoir deux personnes qui parlent continuellement à la personne à vendre, c'est extrêmement important parce qu'on n'a pas toujours les perspectives de la même façon. Puis c'est l'entraide entre deux individus. Généralement, ce n'est pas moi qui négocie, c'est des gens qui travaillent avec moi pour être sûr d'avoir une bonne distance par rapport à mon deal. Il faut toujours avoir les bons professionnels, comptables, avocats, etc., capables, expérimentés et qui peuvent nous aider à bien faire dans une acquisition. Ce n'est pas eux qui font l'acquisition, c'est nous.
Mais par contre, il faut bien comprendre que ces gens-là ont des compétences que souvent, comme entrepreneurs, on a moins. Il faut en parler à nos banques bien avant qu'on commence un processus d'acquisition. Parce qu'il faut qu'ils sentent comment ça va aller, qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est important de parler à son banquier ou à ses banquiers, leur expliquer où on s'en va pour les embarquer dans notre plan. Ils sont là pour faire de l'argent, les banquiers. Ils veulent empocher les intérêts du prêt qu'ils vont vous consentir. Mais il faut que vous leur donniez une chance de vous le consentir, le prêt, en les gardant dans le deal. Bien important de ne pas tomber en amour avec votre deal aussi. Alors, on se fixe toujours des objectifs. C'est où que j'y vais? Parce que des fois, on a dit non, je vais en faire, je vais en faire. Bon, on l'a fait à tout prix, mais on oublie certains facteurs. Donc, on se crée des barrières, on se crée on se crée des objectifs, puis on s'assure de les respecter, puis de laisser tomber le deal. J'en ai fait plusieurs, j'en ai laissé tomber plusieurs, je peux vous garantir, puis des fois, ça fait mal, parce qu'on a mis bien du temps, mais c'est ça la vie dans les acquisitions. Puis il faut toujours établir son niveau de risque et de rejet. Parce que des fois, on ne veut pas gager toute la compagnie au complet pour une seule acquisition. Donc, il faut faire la part des choses puis décider jusqu'où on veut aller. Moi, souvent, les premières acquisitions que je faisais, ça m'empêchait de dormir parce que je me disais, oui, mais d'un coup, que je perds tout. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et donc, je m'assurais toujours de ne pas gager la compagnie quand je faisais une acquisition. Mes grandes leçons pour la croissance et la continuité, je pense que c'est important d'avoir une base solide. Donc, ça prend une capacité financière pour être capable de continuer à stimuler la croissance, mais en même temps à l'absorber. Il faut avoir une équipe forte. Il n'est pas bon, il ne faut pas hésiter à les mettre dehors vite. Trop souvent, on tolère l'incompétence dans nos organisations. Il faut avoir les bons systèmes. Il faut avoir le bon système comptable, le bon système de distribution, le bon système de vente, le bon système de production. C'est extrêmement important. Il faut bien comprendre tout notre environnement aussi. Sont où les vraies opportunités, sont où les moins bonnes opportunités. C'est des fois la faiblesse d'un concurrent qui fait notre force, mais des fois, c'est la force d'un concurrent qui fait notre faiblesse. Des fois, on est mieux de les contourner en allant chercher d'autres opportunités. Il faut les voir, les opportunités, puis ça passe soit par la croissance organique, puis chacun de vous a déterminé dans votre organisation si vous êtes dans un marché mature ou un marché en croissance. Dans un marché en croissance, on peut croître plus facilement organiquement, puis dans un marché plus mature, ben, plutôt que de voler du marché, ben, on le fait par acquisition. À ce moment-là, ça nous permet de prendre un peu plus de marché. Mes grandes leçons comme dirigeant, c'est sûr que quand on arrive dans une organisation, on veut être vu comme un leader. Et si on n'est pas vu comme un leader, ben, ça va être l'anarchie, ça va être le chaos dans l'organisation. Donc, bien s'assurer qu'on soit vu comme un leader, puis un leader gagnant, qui sait où il s'en va. Un capitaine dans un bateau qui est pris dans une tempête qui commence à capoter, ça ne fait pas un vrai bon capitaine. C'est la même chose dans vos organisations. On ne perd pas notre contrôle, on reste droit puis on regarde en avant. Toujours prospecter une perspective d'avenir gagnante et de croissance. Si le marché change, si les objectifs changent, bien, on crée des nouveaux objectifs à la hauteur de l'équipe. On ne veut pas démobiliser l'équipe, c'est extrêmement important. L'humilité est très importante. On n'a pas la vérité comme dirigeant et c'est extrêmement important de comprendre que les gens autour de nous autres sont des meilleures ressources que nous-mêmes. Puis j'ai toujours eu besoin des autres pour réussir. C'est certain que je ne suis pas éternel comme personne, donc ça me prend de la relève. Si un jour je voulais vendre l'entreprise ou si je veux m'assurer d'avoir une relève, c'est important de commencer à la préparer avant le temps. Pas attendre la dernière minute. Il se peut que ce soit l'échec total pour l'organisation. Mais mon entreprise peut l'être si je m'assure qu'elle soit pérenne en faisant tous les plans puis en ayant toujours un plan d'action qui regarde vers l'avenir parce qu'il y a plus que juste la job de dirigeant, il y a la job de tous les gens qui sont dans l'entreprise. La dernière slide, c'est la photo de ma famille et je conclue avec ça. Il ne faut pas négliger non plus son propre environnement quand on est entrepreneur. C'est important, donc, peu importe ce qui arrive à notre entreprise, notre famille, nos amis, nos parents, nos enfants vont toujours être là. Il ne faut pas les oublier, les gens qui nous entourent. C'est important aussi, quand on est entrepreneur, on reçoit beaucoup.
On reçoit énormément d'autres entrepreneurs, mais de notre famille, d'amis, de personnes qui achètent de notre entreprise. Donc, c'est important aussi de s'engager à donner. C'est bien important de prendre soin de soi aussi. Donc, consacrer un peu de temps. Pour moi, c'est ça le plus grand succès de la vie. Ce n'est pas d'avoir une business, c'est d'avoir un bel équilibre entre tous les ayants droit, y compris votre famille à vous-même. Et ça termine ma présentation. Merci beaucoup, Martin. Quel souffle! Quel souffle! Fallait y arriver, fallait y arriver. En fait, écoute, donc je vais inviter les gens qui sont avec nous pour le webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez ce qu'il faut dans la partie supérieure droite de votre écran pour poser les questions. Moi, c'est sûr, qu'en t'écoutant, Martin, j'ai des questions qui me viennent là, spontanément. Je voudrais d'abord te parler de la relève. La relève, vous avez réussi à la faire à travers 2 générations, presque 3 générations. 3 générations. C'est quoi la recette de cette relève-là, qui est une relève familiale, somme toute? Oui, ben, je pense que le plus important, c'est de respecter tous les ayants droit. Puis respecter tous les ayants droit, c'est-à-dire, c'est respecter l'histoire. Parce que si l'entreprise, elle est où elle est aujourd'hui, c'est grâce à ce qui s'est fait dans le passé. Donc, on ne crache pas ou on ne repousse pas l'histoire, toute l'histoire d'une organisation. On peut remettre en question certaines choses, mais c'est extrêmement important d'avoir des gens qui, de prendre le leadership comme une personne qui comprend bien, qui a eu un passé. Ensuite de ça... Donc, tu parles de continuité. J'imagine qu'en quelque part, vous devez aussi vous adapter, évidemment, pour être pérenne. Après ça, ça prend l'humilité. Okay. L'humilité de comprendre qu'on n'est pas tout seul à décider dans son organisation, puis qu'il y a plein de gens dans son organisation qui sont là, puis ils veulent tous gagner. C'est dans la nature humaine. Personne ne se lève le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais avoir une mauvaise journée. Aujourd'hui, je veux écœurer les clients. Aujourd'hui, je vais avoir moins de ventes. » Personne ne se lève demain. Tout le monde se lève le matin en disant « Je veux avoir une bonne journée. J'aimerais ça me coucher ce soir avec le moins de troubles possible. » Alors, la continuité, la succession dans l'organisation, ça implique de bien comprendre ce qui s'est passé, d'être ouvert à l'environnement qui change continuellement, mais en même temps aussi de se fier aux personnes qui sont avec nous. Visiblement, les acquisitions ont été votre ligne directrice, du moins sous ton règne, je devrais dire ça comme ça. Pourquoi avoir fait le souhait d'acquisition plutôt que de la croissance organique, ou peut-être avez-vous fait les deux en même temps, mais visiblement, les acquisitions vous ont réussi et ça a été votre ligne directrice. Ça a été quoi vos façons d'évaluer, d'aller plus vers dans cette direction-là que... Bien, chacune de nos entreprises ont continué à croître pendant qu'on faisait les acquisitions. En fait. À peu près 50% de notre croissance est une croissance organique qui aussi est venue dans les entreprises qu'on acquérait. 50% est venu des acquisitions. Si on achète une entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, par exemple, bien, normalement, on s'attend à ce qu'elle continue de croître aussi. Donc, dans les deux cas, on a travaillé toujours les deux cas. Mais comme on est dans un marché mature, comme j'expliquais avec la tarte qui respire, bien, c'était plutôt que de se battre, d'arriver from scratch dans un marché, c'est mieux de rentrer dans le marché, puis graduellement de prendre les points de la tarte des autres, puis de dire, bien, venez manger avec nous autres plutôt que de manger tout seul. Merci. Tu parlais aussi dans ta présentation de la valeur de la comparaison, en fait, qui, j'imagine, va avec l'idée de se donner des objectifs. Puis, moi, ma question, c'est comment tu t'arrives à évaluer avec qui tu te compares? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que tu vas te comparer à ton concurrent sur ton propre marché ou tu vas te comparer à ton concurrent sur ce que tu aimerais devenir dans 20 ans? Bref, il y a beaucoup de discussions sur ces aspects-là. Toi, comment tu établis tes paramètres de comparaison? Bien, je vais donner un exemple que je trouve très explicite, qui est Southwest Airlines qui disait si une voiture de Formule 1 est capable de changer ses pneus en 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, pourquoi qu'on ne serait pas capable, nous, de faire un switch-over d'un avion dans le même temps? Okay? Alors, je pense pas que de se comparer dans son industrie, c'est la meilleure solution. Il faut aller voir les meilleures pratiques partout, que ce soit en distribution. Nous-mêmes, dans notre entreprise, on implante des projets qui nous permettent d'évoluer et de voir si ça marche. Puis des fois, un projet marche bien, mais il amène un nouveau projet qui est encore meilleur, qui est encore plus bénéfique pour l'entreprise. Alors, les meilleures pratiques, c'est partout dans le marché qu'il faut les trouver.
On n'a pas le choix. Quand on a lancé notre site web, qui est probablement un des meilleurs de notre industrie présentement, ben, on a fait la même chose. On s'est comparé à Amazon, on s'est comparé aux meilleurs sites pour voir c'était quoi les pratiques qu'on aimait de ça, puis ceux qu'on aimait le moins, puis comment ils s'appliquaient bien dans notre marché. Le principal défi de ton industrie actuellement, qui est à la fois de la distribution et à la fois sectorielle, ça serait quoi? Tu le qualifierais comment? Le principal défi actuellement? En fait, nous, on est là pour faire sauver du temps à nos clients. Alors, donc, il faut être capable, on livre à nos clients et ils placent leurs commandes. Alors, tout ce qu'on peut faire pour diminuer leur temps de travail puis pour maximiser l'arrivée de produits dans une seule livraison, c'est vraiment continuellement le plus gros défi. Comment on le fait? Comment on fait pour planifier la demande, pour commencer, pour avoir les bons produits au bon moment, pas avoir trop de dépenses parce qu'on en tient trop. Alors, c'est tout ça. Puis ensuite de ça, bien livrer puis bien s'occuper de tous nos clients. C'est vraiment l'avenir. C'est vraiment ce qui fait que le groupe de chaînes continue de très bien réussir aussi. Écoute, je voudrais terminer ce webinaire-là, évidemment, par une question qui est moins professionnelle. Oui, c'est ça, la question qui tue. Mais je vais parler un peu du communautaire parce que pour un dirigeant d'entreprise, je pense que d'être ancré dans sa communauté, c'est extrêmement important. Toi, tu as fait le choix de t'impliquer avec l'École d'entrepreneurship de Beauce, je pense à un très haut niveau. Je voudrais que tu me parles un peu comment c'est important pour un dirigeant d'être près de la communauté ou de s'engager dans différentes causes qui lui tiennent à cœur. Moi, je ne suis pas un conservateur pour commencer et je suis donc plus du type partageux et je pense que c'est extrêmement important pour tous les entrepreneurs. Quand on en fait, il faut être capable d'en donner. Je ne le fais pas juste à l'école, je le fais dans plusieurs organisations dans lesquelles je suis impliqué, que ce soit l'ITHQ, GT, l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, et dans des organismes socio-économiques importants. Pour moi, j'ai été privilégié de recevoir et d'entendre et d'avoir le support de plusieurs personnes dans le milieu des affaires. Puis pour moi, c'est important d'accueillir, de le prendre, mais aussi de le rediffuser puis de le redonner. L'école, pour moi, vous savez, la réussite des entrepreneurs au Québec, c'est la prospérité économique pour notre Québec, puis la prospérité économique de notre pays qui est le Canada. Et pour moi, c'est extrêmement important de faire ça, parce que demain, c'est notre avenir à tous qui en dépend. Alors, il faut le soutenir pour lui permettre d'aller plus loin. Je pense que tu as tout dit. Merci. Merci beaucoup, Martin Deschênes, président de l'École d'entrepreneurship de Beauce et bien sûr, groupe Deschênes. Merci d'avoir été avec nous. Merci aux gens qui étaient avec nous également aujourd'hui pour le webinaire. Nous voulons vous rappeler que vous pouvez revoir ce webinaire sur le site Internet de InnoCentre en tout temps. Et sur ce, on vous laisse le bonjour et au plaisir de se revoir.